Radio Feu Geek présente l'émission Fiction. Amis du soir, bonsoir et bienvenue sur Radio Feu Geek pour cette nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à Wonder Woman. Je suis accompagné de Florent. Bonjour. Jean-Baptiste. Salut. Et Étienne. Bonjour à tous. Donc voilà, le film est sorti maintenant depuis quelques semaines au moment où vous écouterez cette émission. Comme d'habitude, une partie sans spoiler, cette fois-ci assez rapide pour vous donner notre avis sur le film. Et puis ensuite une partie spoiler, où on reviendra en détail sur l'histoire, sur l'intrigue de ce film. Et nous finirons par une petite sélection comics, voilà, pour ceux qui souhaiteraient prolonger l'expérience du film avec des sorties récentes sur Wonder Woman, puisqu'on peut dire qu'on est gâté avec Urban Comics qui a réédité à la fois de nombreux anciens runs et puis les nouvelles histoires de Wonder Woman qui sont publiées à l'heure actuelle. Eh bien, messieurs, à vous, qui veut commencer? Jean-Baptiste, puisque tu avais été emballé par le film, dis-nous ce que tu en as pensé. Je pense qu'on peut dire qu'on est assez unanime et d'accord pour dire qu'on a tous apprécié le film. Alors oui, c'était un film qui était... moi je trouve qu'il était assez attendu. Enfin, pas assez attendu, je veux dire, il a été assez... ça y est, j'ai pas mes mots. On en a parlé longuement entre nous, et c'est vrai que dans la suite on peut juste replacer le film dans le contexte, que c'est le 4e film de ce qu'on appelle le DC Extended Universe, donc un peu à la manière de Marvel Studios avec les films Marvel, qui tissent une grande toile. Depuis Man of Steel, qui est un peu le point de départ, et surtout Batman versus Superman qui a lancé la machine. On a eu Suicide Squad l'été dernier, et donc Wonder Woman qui est le premier film cette année de DC avant le fameux Justice League, première partie qui sort chez nous en fin d'année. Donc effectivement, film très attendu au tournant, à la fois puisque c'était le premier film présentant une super-héroïne, enfin en tout cas depuis très longtemps, et surtout une héroïne si emblématique et de premier plan que Wonder Woman, qui fait partie de la trinité avec Batman et Superman chez DC. Oui. Donc embraye là-dessus. J'embraye là-dessus, donc très bien présenté. Donc moi j'ai pas énormément d'expérience de Wonder Woman, mis à part les dessins animés qui étaient passés le matin à la télé quand j'étais petit. On peut dire que tout le monde connaît Wonder Woman au moins de nom, à l'instar de Batman et Superman. Voilà, et donc c'est vrai que j'étais assez curieux sur ce film, et ce film m'a beaucoup plu. Le scénario est pas tellement surprenant, voilà, c'est surtout ça. On arrive, si on est assez malin, on arrive à déduire. Enfin, moi j'ai pas énormément de connaissances sur Wonder Woman, mais j'ai réussi à déduire quand même les 3/4 du scénario, de l'intrigue, oui. Voilà, de l'intrigue, sans pour autant me gâcher le plaisir du film. Et j'ai énormément apprécié tout le reste, même si c'était attendu. J'ai trouvé vraiment des scènes qui étaient absolument magnifiques, et après je pense qu'on pourra en reparler même du point de vue technique, comme on avait parlé avant. Et non, vraiment, moi j'ai été convaincu. Un peu moins par la fin, qui redevient un classique, où on attend. Là, je vais spoiler un peu. Enfin, la castagne finale. Oui, façon, voilà. C'est pas vraiment du spoil. Il y a toujours de la castagne à la fin. Et voilà, disons que ça finit crescendo, mais c'était un peu classique, et ça m'a un peu. On sent qu'il y a un cahier des charges. Il faut la grosse baston de fin de. Faut ça, et ça m'a un peu. J'aurais préféré peut-être être un peu plus surpris, et bon, mais à part ça, moi, j'ai énormément apprécié ce film. Concrètement, j'aimerais bien, je vais le revoir, c'est sûr, et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Alors on peut préciser donc que dans le rôle titre de Wonder Woman, c'est une Israélienne du nom de Gal Gadot, qui était une ancienne mannequin, donc qu'on a déjà eu l'occasion de voir, en fait, qui a été introduite dans le film. Et entraîneuse militaire. C'est vrai qu'elle a des aptitudes martiales qui ont beaucoup servi pour le film. Oui. Et c'est un rôle qui est très physique. On avait vu le programme qu'elle s'était fait d'entraînement. Elle s'était fait elle-même un programme d'entraînement avec coach et tout ça, etc. Bien sûr pour le film. C'était à base d'arts martiaux, mais de plein de disciplines différentes, aussi beaucoup de méditation, beaucoup de diététique pour se faire un corps idéal, et utiliser cette force et cette adresse dont elle avait besoin pour le rôle de Wonder Woman. Et elle avait fait un vrai parcours du combattant, si on peut dire, hein. Même si elle avait déjà l'habitude de rôles assez physiques ou d'entraînement assez physique.
d'entraînement assez physique en tant qu'entraîneuse militaire et tout ça. Elle a poussé vraiment très loin l'entraînement martial là, ce coup-ci. Et ça la rend convaincante en fait, je trouve. Oui. Ah oui, complètement. Moi, je l'ai trouvée très très convaincante et elle a pas du tout été sexualisée dans le film ni rien. Oui, ça c'est une chose appréciable. Alors on peut peut-être préciser par le fait notamment que c'est une réalisatrice cette fois-ci qui s'appelle Patty Jenkins, qui n'a pas de grand fait d'armes. Elle a travaillé un peu pour la télévision et elle avait fait un film avec Charlize Theron qui s'appelait Monsters, qui est sur l'une des rares tueuses américaine de mémoire. Donc voilà, après aucun de nous n'a vu à cette table le film, donc on ne saura pas vous dire voilà, si c'est un bon ou mauvais film en tout cas. Voilà, voilà. Donc effectivement, tu l'as dit, pas sexualisée, donc ça, elle est pas vulgaire, elle est pas voilà, comme on avait pu le voir notamment dans le film précédent de la Suicide Squad où Harley Quinn est extrêmement sexualisée là et vulgaire. Ouais. On peut dire. Donc, le traitement qui est fait du personnage et tout ça, c'est enfin moi je sais qu'Harley Quinn est une idole sexy par essence, mais il n'y avait pas besoin d'en faire une aussi délurée que ce qu'on a vu dans le film, quoi. C'était totalement gratuit, un peu trop loin. Ça s'imposait pas, quoi. Hormis quelques scènes ou encore mais ouais, sous le caractère un peu provoque et voilà, c'est adulte entre guillemets, ça a été totalement gratuit, quoi. Donc là effectivement, pour revenir à Wonder Woman, c'est complètement l'inverse. Une héroïne plutôt rassurant. Noble là. Oui, complètement, ouais. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, enfin les idées me viennent comme ça, c'est la manière dont c'est traité aussi. Le film est traité, c'est très cru. Je trouve au niveau du traitement de l'image, on n'est pas. Oui, c'est ce que tu disais. T'as senti un côté. Il y a un côté qui est assez réel, assez sérieux, que j'ai beaucoup apprécié, contrairement à un Marvel où ils vont traiter vraiment les couleurs de manière très très importante. Il faut que ce soit coloré quand même dans le fond, même s'il y a une grosse castagne dessus. Il faut. Après, on peut dire que c'est un peu le style justement d'ici qui ressort de films comme Man of Steel, comme. C'est sombre, mais sans être trop sombre. C'est assez terne. Enfin, ça rend des couleurs un peu plus délavées, un peu plus réalistes du coup, un peu plus. Mais ils savent aussi faire de très belles choses, parce que la première partie du film où elle est sur son île, là c'est très très beau, c'est très très coloré. C'est vrai. Et après, on a vraiment ce passage. Donc l'île des Amazones, Témiscaira, on ne spoile pas quand on parle de ça. Bon, je vais arrêter parce que j'ai l'impression que on va rentrer ensuite dans les détails. Donc on va continuer le tour de table. Florent, peut-être que tu attendais aussi beaucoup ce film. Oui, j'attendais ce film pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était le premier film de super-héroïne de la nouvelle ère des adaptations de comics au cinéma, on va dire. Avec le lancement de Marvel Studios puis du DC Universe au cinéma. Donc voilà, c'était le premier film de super-héroïne. On peut d'ailleurs préciser que c'est la première super-héroïne au monde aussi, à ma connaissance. Donc, en tant que super-héros, dans l'ère moderne. Voilà. Et donc j'attendais beaucoup ce film parce que le personnage tel qu'elle était apparu dans Batman v Superman m'avait beaucoup plu et tout ça, et donc le film sur elle était très attendu pour moi parce que je voulais absolument que ce soit un bon film et qu'il n'y ait pas de raté, qu'il n'y ait pas de cafouillage, parce que je me disais que si jamais ce film connaissait c'était un peu la dernière chance, quoi, voilà. Pour d'ici. Voilà, si jamais ce film connaissait ça se prenait une raclée au box-office ou au niveau critique, d'ici s'en relèverait pas, ou en tout cas ne pourrait pas utiliser le personnage de Wonder Woman derrière pour d'autres choses comme la Justice League et tout, et ça aurait vachement handicapé l'univers. Oui. Donc là je suis plutôt content parce que les retours sont plutôt bons, on en parlera tout à l'heure, tout ça, mais les retours sont plutôt bons. Nous autour de la table on a tous plutôt apprécié le film. Donc je suis plutôt content du résultat, et enfin c'est un film de super-héroïne respectueux de son héroïne, très fidèle, voilà. Parce que jusqu'à présent, comme j'avais dit dans un article Question du lundi, j'avais parlé des différents films de super-héroïnes qu'on a eu jusqu'à présent depuis les années 80. Donc on a eu Supergirl, on a eu Catwoman avec Halle Berry, et on a eu Elektra avec Jennifer Garner. Ouais, c'est ça. Jennifer Garner. Donc on a eu ces trois films là qui étaient trois films de moyens à vraiment pas terribles.
Et là, on a enfin un film de qualité fait par quelqu'un qui se souciait réellement du personnage et de son intégration dans l'univers d'ici et tout ça. Donc c'est vraiment important, c'est un grand pas qui a été franchi. Et ne serait-ce que pour DC, mais également pour Marvel qui surveille aussi, parce qu'ils ont des films de super-héroïnes en attente. Alors c'est là où je voulais avec Captain Marvel, avec les films de Sony, avec Black Cat et tout ça. C'est là où je voulais. Donc Wonder Woman était on va dire, va devenir la valeur étalon, oui, à l'aune de laquelle on pourra juger les prochains films de super-héroïnes. Oui. Mais c'est là où je voulais rebondir justement, Florent, tout à l'heure. Désolé de te couper juste la parole. C'est que c'est vrai que pour une fois, Warner et DC ne sont pas des suiveurs. C'est les premiers vraiment à proposer un film pour une héroïne et une super-héroïne. Alors que Marvel, ça va faire 10 ans qu'ils sont installés et ils vont seulement commencer. Bon, il y avait pendant très longtemps des rumeurs sur un film Black Widow qui reste l'un des personnages féminins principaux qu'on trouve dans les films Marvel maintenant depuis des années, avec une actrice qui est bien connue et bien installée en plus. Et malgré tout, ça ne se fait pas. Et voilà, comme tu le dis, il y a d'autres projets et notamment le premier normalement film pour une super-héroïne Marvel sera celui de Captain Marvel, donc pour le pendant cosmique où il y a les Gardiens des Galaxies de l'univers Marvel. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose aussi à préciser, et c'est aussi pour ça que le film était attendu au tournant, je crois à peu près par tout le monde, et nous bien sûr en particulier qui suivons les films de comics et qui aimons en plus l'univers d'ici, on était on craignait, c'est vrai, pas mal suite au dernier film, et au final c'est vrai que ça a eu un côté rassurant aussi. Je pense que ça a peut-être eu un effet de boost, j'ai envie de dire, sur le film, dans la manière où on s'attendait tellement plus à rien, après qu'on a été agréablement surpris. J'étais tellement déçu que je m'attendais plus à grand chose de bien de l'univers d'ici. J'allais voir les films plus par obligation qu'autre chose, et quand je suis allé voir Wonder Woman, c'était un peu dans cet état d'esprit, et j'ai été vraiment rassuré à 100% par le film. J'ai été vraiment ébloui, ébahi et rassuré par le film qui m'a vraiment conforté dans ce que je préférais chez DC par rapport à chez Marvel. Ça m'a conforté dans la patte DC Comics au cinéma qui te plaît plus, qui me plaît, le ton dont on utilise pour traiter les personnages et tout ça. C'est mieux écrit, quoi. Voilà, on sent que c'est des auteurs qui aiment. C'est des films d'auteurs entre guillemets, mais Exactement. pour des grosses licences. Exactement. Et c'est sympa. C'est vraiment. C'est ce qu'on avait un petit peu perdu notamment sur Suicide Squad. Suicide Squad qui a été complètement massacré. C'était nul. D'ailleurs, j'ai un peu peur parce que le film Harley Quinn, parce qu'il va y avoir un film Harley Quinn aussi, on n'en a pas parlé. Gotham City Sirens, donc possiblement avec Catwoman et Poison Ivy. Oui, c'est ça. Donc 3 filles, si elles sont traitées de la même façon qu'Harley dans Suicide Squad, au secours, quoi. Espérons que justement Wonder Woman et. Je sens que c'est le même réalisateur qui a annoncé pour ce film-là que pour Suicide Squad. Oui, donc, mais justement, j'ai très peur, moi. Justement, faut quand même juste préciser et pas oublier que David Ayer a complètement été dépossédé de Suicide Squad. J'espère. Oui. Et du coup, quand on voit la proposition de la première bande-annonce de Suicide Squad, c'était un film qui se voulait extrêmement sombre. Et il y a eu donc cette prise de panique là on en a déjà discuté, mais de la Warner par rapport à BVS, donc Batman vs Superman, qui était justement jugé trop sombre, etc. Et encore à l'heure actuelle, ils jugent que le film n'a pas eu le succès suffisant, en tout cas qu'il méritait, et surtout effectivement un bashing au niveau de la critique à cause du fait qu'il était trop sombre, trop réaliste, tout ça, alors que c'est la ligne, on va dire, éditoriale de la Warner avec les films depuis les films de Nolan, qui sont devenus un peu l'alpha et l'oméga de comment devait traiter les films Warner, les films d'ici par la Warner. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu à se tirer, à s'arracher les cheveux, quoi, de se dire non mais attendez, vous êtes sérieux, quoi. Et du coup de prendre un parti complètement opposé avec Suicide Squad, mais fait dans l'urgence, et du coup complètement torché, quoi. Donc là, si finalement Suicide Squad a bien marché malgré tout. David Ayer reste
chez DC justement pour le projet Gotham City Sirens. C'est pas encore fait, hein, mais bon, a priori il est dessus. Donc espérons cette fois-ci qu'ils lui feront plus confiance, qu'ils lui laisseront les coups des franches et qu'il pourra enfin imposer la vision qui est la sienne, quoi. Donc en espérant qu'elle. Voilà, après, au moins on pourra juger, là se dire oui, c'est un bon ou un mauvais réalisateur, il est bon ou pas avec les personnages d'ici, quoi. Mais sinon, que ce soit Snyder ou Patty Jenkins, qui sont les deux autres, on va dire, architectes pour l'instant et réalisateurs des films d'ici, voilà, faut dire ce qui est. C'est sent que c'est maîtrisé et plutôt réussi. Et je sais pas vous, mais moi j'ai retrouvé avec Wonder Woman ce côté lumière dans les ténèbres qu'il y avait avec Man of Steel. Cette espèce de comment dire, le fait que le personnage est un fanal, est vraiment un faisceau de lumière ou de bien dans un univers qui est très sombre, dans un univers qui est très sombre et tout ça, et on retrouve ce héros ou cette héroïne lumineuse qui est porteur de lumière et d'espoir, justement, comme Superman qui porte vraiment qui porte littéralement l'espoir sur lui. Et Wonder Woman qui se bat pour la liberté, pour l'espoir aussi, pour la lumière, tout ça. On retrouve vraiment une forte présence du bien, et pas des héros torturés, mitigés, comme on a eu dans Suicide Squad avec des super criminels qui deviennent héros par circonstance, voilà, par défaut de circonstances. Mais là on retombe dans un film avec une héroïne forte, une héroïne bien placée et bien traitée, et qui m'a fait moi ressentir autant d'émerveillement que pour Man of Steel presque. Quand j'ai vu Man of Steel, j'étais vraiment émerveillé au cinéma de voir le film. Je l'ai vu plusieurs fois au cinéma tellement ça m'avait plu, et Wonder Woman m'a fait presque ressentir la même chose, un peu plus ténu parce que maintenant on commence à avoir l'habitude, mais et qu'on avait déjà eu un aperçu de Wonder Woman dans Batman v Superman, voilà, donc il n'y avait pas la surprise de voir le personnage, mais en tout cas j'ai ressenti globalement presque la même intensité d'émotion forte en étant devant le film et en me disant waouh, ça me porte vraiment et j'aime ça, quoi. Étienne, vas-y, t'as pas encore parlé. Oui. Donc oui, moi le film m'a beaucoup plu aussi. J'ai juste trouvé peut-être un peu la partie un peu introduction, mais c'est vrai, comme c'est un peu nouvelle mythologie, etc., le temps qu'on rentre dans tous les détails, c'était un petit peu longué. Mais sinon, oui, c'est vrai que ça permet de mettre vraiment une héroïne, pour une fois, on va dire, pour changer, sur le devant de la scène. Donc c'est vrai qu'on a un peu le pendant dont on parlait justement Man of Steel, où en fait Superman, c'est un peu le Messie, mais qui grandit dans notre monde et qui finalement s'affirme. Et là, dans le cadre de Wonder Woman, c'est la Messie qui habite dans un habitat autre et qui finalement arrive au contact de qui vit dans un monde protégé et qui se retrouve en plein cœur d'un monde dévasté par la guerre, et voilà. C'est ça, donc dans les circonstances oui, c'est vrai que c'est un peu l'autre facette de la même pièce, quoi. Et donc ce qui permet justement de voir un peu le changement de son point de vue, donc qui est un élément aussi clé du récit par rapport à son avis sur les humains, etc. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de ficelles scénaristiques que l'on retrouve dans nombre de films. Oui, voilà, c'est le très film n'est pas inédit non plus. Voilà, il y a plein de choses qui sont prévisibles et il y a plein de choses qui sont attendues. Il faut dire que c'est le concept d'une origin, c'est une origin story. Donc de ce point de vue-là, il y a plein de choses que le spectateur peut deviner ou peut attendre et appréhender du film. Peut appréhender dans le bon sens, je veux dire, pas appréhender dans le sens avoir peur d'eux, mais dans le sens appréhender dans le sens j'appréhende correctement les ficelles du film et tout ça, et je trouve que voilà, le film peut être prévisible à certains moments, peut avoir des grosses ficelles effectivement, mais il n'en perd pas sa qualité pour autant, et ça reste un bon film très sympa. Maintenant qu'on connaît la recette effectivement des films d'origin story par Marvel, on a eu plein de fois la même recette rejouée différemment pour chaque héros qu'on a rencontré jusque-là. Warner a décidé d'aller un peu plus au fond des choses en mettant d'emblée leur super équipe, la Justice League, en avant.
Donc on a eu déjà les 3 ténors de l'équipe d'Exposé. Maintenant on va avoir le film Justice League à la fin de l'année qui va sortir. Voilà, ils ont décidé d'aller un peu plus vite que Marvel sur ce plan-là, mais on retrouve les ficelles qu'on a l'habitude de voir chez Marvel déjà. Donc c'est vrai que même, bon, d'un autre côté, comme on pourrait dire pour plein de choses, même pour tous les films que l'on connaît, on a forcément même si c'est un nouveau film qui arrive au cinéma, si on prend un autre film une fois qu'on l'a vu comme référence, en voyant par exemple quelqu'un qui retourne dans le passé par exemple pour modifier quelque chose, bah, on pense soit à Retour vers le futur ou à Terminator, etc., ce genre de choses. Oui, bien sûr. Donc il y a plein de choses qui sont maintenant codifiées, où on a des références, et c'est vrai que ça peut devenir un peu plus dur maintenant à l'heure actuelle de s'imposer vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de twists intéressants, notamment vers la fin, etc. Alors ça, on y reviendra bien sûr, voilà, dans la partie spoiler. Partie spoiler. On va pas tarder à y passer d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a, même si des choses restent classiques, il y a de quoi surprendre le spectateur, de l'envoûter dans son intrigue, etc. Et de finalement de se préparer pour la suite, pour le Justice League d'ici la fin de l'année. Alors, je vais aussi donner mon avis. Je vais rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Film finalement très classique. Dans son approche, bon, on l'a dit, c'est codifié par le concept de l'origin story, mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Florent, tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on a beau voir des grosses ficelles, on voit que c'est attendu, mais ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Je pense qu'en fait, il y a une telle volonté, volonté de bien faire, de la part des scénaristes, de la part de la réalisatrice, on sent qu'elle était habitée par le fait de pour la première fois d'avoir l'occasion d'avoir à la fois un personnage comme ça, comme Wonder Woman, une super-héroïne au cinéma. Aussi le fait est que ce soit une réalisatrice elle-même. Je veux dire, il n'y a pas tant de réalisatrices comme ça à Hollywood qu'on cartonnait comme ça. Je crois que j'avais vu là le film a dépassé les 500 millions de dollars au moment où on enregistre. Il y a Gajon qui l'ira encore bien plus haut que ça. C'est, je crois, la 4e réalisatrice à atteindre un tel seuil de rentabilité pour un film. Donc c'est compte, vous voyez, sur les doigts d'une main, quoi. Donc c'est quand même pas anodin non plus. Et bien sûr les acteurs, donc l'actrice Gal Gadot en principe, mais aussi le rôle masculin de Steve Trevor, qui va être son ancrage dans le monde des hommes, le premier homme en tant que sexe masculin donc qu'elle rencontre, et puisqu'elle vit sur l'île de Themyscira, qui est une île d'Amazon, donc il n'y a que des femmes, et donc c'est le premier homme qu'elle rencontre, et c'est par son biais et la découverte donc de la Première Guerre mondiale en fait qui se déroule en dehors de l'île, qu'elle va décider d'aller dans le monde des hommes, justement, avec tout un fond de mythologie grecque, puisque Diana pense, donc Diana c'est le nom de Wonder Woman, qui pense que c'est de la faute du dieu Arès, et que voilà, elle est un petit peu considérée comme une élue qui doit un petit peu arranger les choses, et donc elle s'est entraînée toute sa vie pour ça. Donc voilà, ça c'est ce qui est montré dans la première partie de l'histoire, qui est, donc tu disais, bon, qui peut être plus ou moins longue. Moi j'ai trouvé que ça passait, enfin j'ai pas trouvé de longueur sur l'ensemble du film. C'est très fluide justement dans son déroulement dans les différentes parties. Donc voilà, je vous propose sans plus tarder, en fait on va rentrer, pendant que je continue en fait mon commentaire, à rentrer dans la partie spoiler. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore écouté le film, voilà, on vous propose d'arrêter là, et pour les autres on va tout de suite continuer. Donc voilà, je disais trois parties pour le film. Donc première partie, l'île de Themyscira, qui permet de poser les bases de la mythologie, de montrer un petit peu le personnage de Wonder Woman, etc. Ensuite, le monde des hommes, et donc notamment la découverte de Londres, de la guerre et du front européen, puisque ensuite ça va se déplacer en Belgique. Et la dernière partie, où un peu tout s'enchaîne, à la fois dans le château, enfin en frontière. Donc on ne sait pas exactement de mémoire où ça se passe, mais voilà, frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le nord de
de la France. Ça se passe dans un périmètre assez restreint où à la fois il y a un village belge, à la fois une forteresse, un château qui vraisemblablement est du côté allemand, et puis donc une base militaire, donc là aussi sûrement du côté allemand, voilà, où va se dérouler la fin de l'histoire, le combat final, qui voilà répond, on va dire, au code du genre. Donc moi c'est peut-être plus sur ce côté-là que ça m'a déçu. C'est les effets spéciaux. Il y a franchement des effets spéciaux qui sont très ratés. Quelques tics de réalisation, notamment l'abus, mais un peu trop fort de ralenti. Mais JB, quand on en parlait tout à l'heure, tu me disais que bah, justement toi tu l'as vu en 3D, t'es le seul de nous à l'avoir vu en 3D, et tu dis que ça passait bien en 3D. Alors en 3D, oui, mais c'est la scène dont on parlait dans les tranchées là, qui est très, qui moi m'a absolument ébahi. J'étais comme, c'était magnifique. Effectivement, je l'ai vu en 3D, et quand on en parlait tout à l'heure, toi tu me disais que ça avait pas eu un effet si génial que ça. Donc je pense que c'est l'air du temps de ces films-là qui ont une dizaine de minutes, qui sont prévus pour la 3D, où on va en prendre plein les yeux en 3D, et si on le voit en 2D, bah en gros l'effet est forcément amoindri. Voilà, l'effet est amoindri. L'effet de réalisation. Et forcément, mais vu que ça doit coûter assez cher de produire ces effets en 3D, on peut pas les avoir sur tout le film. Et je suppose qu'ils doivent avoir un budget, je sais pas comment, et en fait le reste du film ne vaut pas le coup pour la 3D, mis à part vraiment ce moment-là que moi j'étais subjugué à ce moment-là. J'étais vraiment dedans, c'était super bien, la 3D rendait vraiment bien. Après j'ai pas vu en 2D, il faudrait que je vois en 2D pour faire le comparatif, et puis là peut-être qu'effectivement je comprendrai ce que vous avez tous ressenti à cette table. Oui, c'est vrai, bah, tu auras sûrement l'occasion de le revoir effectivement, soit au cinéma, soit tout simplement en Blu-ray quand le film sortira. Apparemment tu étais conquis et tout. Ah, moi je suis complètement conquis. Enfin en tout cas voilà, on peut dire que entre les deux acteurs, Gal Gadot et Chris Pine, c'est vraiment à eux deux, ils portent sur leurs épaules le film. Il y a toute une galerie, on va dire, de son couteau. On peut dire néanmoins que les méchants, comme d'habitude, sont relativement anecdotiques, on va dire, que ce soit le général allemand ou justement une ennemie qui vient des comics de Wonder Woman, qui est le Docteur Poison. Bon, elle a un peu une gueule, donc c'est vrai qu'elle a de par son visage, puisqu'elle a toute une partie, une espèce de masque, puisqu'elle a espèce de porcelaine, voilà, une partie du visage arraché, donc elle a une espèce de faux masque qui lui recouvre la partie de son visage, la mâchoire, voilà, au niveau une grosse partie de la mâchoire. Donc ça c'est assez bien foutu, hein, mais visuellement parlant, on va dire. Mais et le personnage est intéressant en soi parce que c'est une femme, mais après malheureusement reste assez peu développé, contrairement donc voilà, notamment au personnage de Wonder Woman. Alors ça c'est justement ce qui m'a déçu, mais pas à cause du film, mais plutôt à cause de ce que j'en avais lu dans la presse, parce qu'en fait j'avais lu des articles de presse dans les revues, genre les revues Gaumont, Pathé, tout ça, les revues du cinéma lui-même qui présentent les films qui vont venir. Et l'article que j'avais lu justement dans je sais plus quelle revue parlait de Wonder Woman en disant oui, c'est génial, Wonder Woman, il y a 3 personnages féminins forts qui sont Wonder Woman plus 2 autres Amazones qui l'accompagnent durant tout le film, voilà. Ah oui. Plus une méchante féminine qui est la grande méchante du film et qui est un personnage très bien traité elle aussi et tout ça. Donc je m'attendais justement à voir Wonder Woman plus d'autres Amazones partir en guerre avec les hommes et affronter le Docteur Poison qui serait une super vilaine vraiment machiavélique et tout ça. Et arrivé là, en fait, le Docteur Poison, c'est la sous-fifre de Ludendorff, du général allemand. Elle a qu'un rôle de présence, parce qu'elle fait pas grand-chose d'elle-même, à part développer le gaz tueur dans le laboratoire, mais concrètement, au niveau baston, au niveau affrontement, tout ça, elle fait rien. C'est une laborantine. C'est une laborantine plus qu'autre chose, avec une gueule cassée, effectivement. Mais concrètement, elle fait rien de tout le film, le Docteur Poison. Non. En fait, c'est Ludendorff qui prend sur lui de faire massacrer la population ou d'incarner. En fait, tu sens qu'elle ne vit que par le personnage justement de Ludendorff. Voilà. Que par rapport à sa vision. Le général Ludendorff fait l'office de méchant du film. Ouais. Pendant toute une grosse partie du film, c'est lui le grand méchant à abattre. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que par rapport à ce que pense Diana de lui, qui le fait et moi, l'incarnation. Voilà, j'étais déçu de cet article que j'avais lu, qui m'avait vendu un film
sur une présence féminine très importante, que ce soit du côté des héroïnes comme de la méchante. Et arrivé à la fin du film, je me suis dit, en fait, la personne qui a écrit cet article n'a pas vu le film. C'est contenté de lire la plaquette publicitaire et c'est tout. C'est clair. Ouais. Parce que Diana est la seule des 3 Amazones en question qui était citée. C'est la seule qu'on voit durant tout le film. Oui. Les 2 autres étant sa mère et Hippolyte et son mentor qui l'entraîne. Antiope, oui, je pense. Qui l'entraîne, mais qui ne sont importantes que pendant la première partie du film. Et après on ne les voit plus une fois que Diana quitte l'île avec Steve Trevor. Oui. On ne les voit plus. Et c'est un truc un peu dommage. Et le docteur Poison. Moi je m'attendais à ce qu'elle y aille avec des Amazones. Ouais. Et le docteur Poison est un sous-fifre de Ludendorff qui est le grand méchant pendant toute une partie du film et qui se révélera finalement, JB effectivement, qui se révélera ne pas être celui qu'on pensait. Alors c'est pas pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Ah vas-y. C'est parce que pour moi justement c'est ça qui m'a plu. Il y a pas de grand méchant dans ce film. Je trouve que tout le monde a sa part de responsabilité. Oui. Et on se bat comme Trevor lui dit à la fin. Contre une force en fait. Ouais. Qui est au final qui n'est pas un ennemi que l'on peut identifier physiquement, comme elle le pense au départ, voilà. Qui est la nature humaine, qui certes effectivement de par Arès est influencé vers parce un que côté on n'a pas dit, mais Diana en fait part dans le monde des hommes pendant la Première Guerre mondiale, persuadée que elle est destinée à affronter le dieu Arès, dont elle a entendu parler durant les mythes et légendes que sa mère lui a raconté toute son enfance et tout ça. Elle est persuadée que c'est Arès le responsable de la guerre qui dévaste le monde, ou en tout cas l'Europe à cette époque, et elle décide d'aller dans le monde des hommes pour tuer Arès et donc arrêter la guerre par le fait, parce qu'elle est persuadée, de par les légendes dont elle a été bercée et tout ça, il a un peu la naïveté, elle pense les humains innocents, voilà, la naïveté d'enfant dont elle fait preuve à ce moment-là. Elle pense qu'en tuant Arès tout se réglera et que tout le monde arrêtera de se battre, et quand elle tue parce qu'on peut spoiler maintenant, donc oui, vas-y. Quand elle tue Ludendorff en étant persuadée que c'est lui Arès et que ça ne change rien, qu'elle voit toujours les préparatifs de combat qui sont en train de se faire, que les hommes se battent toujours les uns contre les autres, elle réalise, elle passe d'enfant à adulte à ce moment-là en fait, vraiment, elle réalise que la nature humaine peut être mauvaise en profondeur, et donc que l'homme n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est que un mélange de oui, c'est que des nuances de gris, de noirceur et de lumière petit à petit, et que sa vocation, tout comme celle de Superman, tout comme celle de Batman, est de pousser les gens à se rapprocher de la lumière qu'ils ont en eux, justement. Voilà, alors que la vocation d'Arès, ce serait l'inverse. C'est de développer la matière sombre des personnages. Je trouve que, tu vois, ça ne rend pas le film avec un ennemi commun qui c'est pas une personne, si tu veux. Oui, je vois bien. Puisque ça pourrait être un esprit commun qui aurait pu venir comme ça, comme elle le pensait d'Arès. Comme elle le pensait d'Arès au départ. Alors, elle pensait qu'Arès était le responsable de tous ces conflits, et qu'en le tuant, ça mettrait fin à tout. Il a une part, parce qu'une fois qu'elle le tue, on se rend compte que les hommes finissent par se rendre compte que c'est vrai, c'est horrible, mince, on est en train de faire la guerre. Et ils étaient déjà en train de s'en rendre compte. Voilà. De toute façon, puisqu'ils étaient partis pour signer un traité de paix. Mais il y avait on est à la fin de la guerre, et c'est la signature de l'armistice. C'est la signature de l'armistice. Donc quelque part, il y a une partie de l'humain qui, malgré l'influence d'Arès, arrive à se rendre compte qu'ils sont en train de faire des choses qui ne devraient monstrueuses. Mais il y a aussi cette partie qui continue à le faire, qui certes est sous l'influence d'Arès, peut-être, mais qui est aussi sous sa propre influence, qui a son libre arbitre. En fait, de faire le mal. Voilà, c'est-à-dire qu'Arès, moi je le vois pas comme un ennemi, c'est comme quelqu'un qui te propose un choix. Oui, c'est parfait. C'est tout à fait le pacte luciférien ou faustien. Voilà, tu fais ton choix, tu es libre de le faire, et donc ça rend. Je sais pas ce qui se passe. Rien, t'inquiète pas. Ça rend. Je trouve que c'est pour ça que ça rend le film intéressant. Tout le monde peut être l'ennemi. Oui, voilà. Et non pas seulement un. C'est ça. Homme comme elle le pensait au départ. Elle le croit. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'étais pas d'accord avec. Non, mais c'est vrai que c'est un point intéressant du film que tu as souligné, JB, et justement ça tord le cou un petit peu à tout le classicisme dont on peut parler. Mais et c'est bien fait. Mais je parle vraiment d'un point de vue personnage. Je trouve, et c'est regrettable malgré tout, qu'il n'y a, si tu veux, il n'y a pas de méchants charismatiques. Tu vois, parce que tu peux avoir des grands méchants charismatiques qui sont des gens,
c'est pas des méchants parce qu'ils sont méchants, c'est des méchants parce qu'ils ont un but, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Et au contraire, tu peux avoir de l'empathie pour ces personnes-là parce que en creusant leur vie, personnage, leur passé, oui. voilà, tu te rends compte comment ils en sont arrivés là, et c'est intéressant. Et là, on n'a pas de méchants charismatiques, mais c'est aussi un problème qu'on relevait souvent chez les Marvel, c'est-à-dire qu'il y a très peu, c'est souvent le méchant un peu jetable qui est là pour avoir la diversité pour un film, et puis après on n'en parle plus, alors que ce genre de méchant devrait être construit aussi comme Loki par exemple l'a été sur plusieurs films avant Avengers, et puis exactement. Thor 2, voilà. et devraient être des méchants récurrents qui se font battre, qui reviennent, etc. Tu vois, comme d'habitude, quoi. Voilà. Mais si tu là, veux, c'est habituel. Enfin, pour moi, c'est habituel. Oui, mais ça n'empêche pas. Tu vois, ça n'empêche pas d'avoir des bons méchants. Et là, c'est pas le cas. Et moi, une des pires scènes, pour moi, une des pires scènes du film, c'est quand Ludendorff et le docteur Poison empoisonnent l'état-major allemand, là où je sais pas, il y a une espèce de réunion où ils décident ils allaient décider de signer l'armistice et des conditions à appliquer, et ils décident de tous les empoisonner pour que ça se fasse pas. Il les gaze, et en jetant un masque à gaz qui en fait est inutile puisque le nouveau poison détruit le masque à gaz, et en fait il les enferme derrière une espèce de porte blindée, et il est méchant. Non, mais t'as cette scène où tu le vois discuter avec le, enfin t'as je sais plus cette réplique, je la sais plus exactement, mais en gros elle dit mais vous avez jeté voilà le masque à gaz, mais ça sert à rien, et lui il fait bah oui, et là ils partent tous deux d'un espèce de rire, le rire machiavélique, mais de trucs de cartoon, et tu dis mais qu'est-ce que ça fout là, tu vois. Je suis d'accord. Franchement, c'était le truc too much du film pour moi. Vraiment, le truc un peu complètement out of caractère. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Vraiment. Mais heureusement, ils sont. Enfin, c'est le seul éclat un peu malvenu de ces personnages. Sinon, le reste du temps, ils sont bien menés, quoi. Mais justement, tu dis c'est con, parce que je pense que ça devait être une scène un peu fédératrice pour montrer que le méchant est vraiment méchant, tu vois. Mais en voilà. Fait, on aurait pu l'enlever. Mais complètement. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pas spécialement apprécié cette scène-là. Mais c'est aussi parce que tu vois, moi, à mon avis, le docteur Poison est beaucoup plus intéressant, même s'il est secondaire et ne marche que vis-à-vis de Ludendorff. Le docteur Poison est beaucoup plus intéressant, et j'aurais aimé d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi un truc qui m'a un peu gêné à la fin, c'est que justement Arès met le docteur Poison un petit peu une sorte d'offrande devant Diana, en lui disant bah voilà, si l'homme que tu aimes est mort, c'est à cause d'elle, et justement elle fait le choix, elle fait le bon choix, c'est-à-dire de ne pas s'en prendre à elle, mais de s'en prendre à Arès. Et du coup, Arès qui se place à ce moment-là en disant c'est pas moi qui ai appuyé sur la gâchette, c'est elle, mais je lui ai susurré l'idée. Encore dans l'ordre du tentateur, enfin tout ça, du manipulateur. Un peu comme le Joker de Nolan dans Dark Knight, face à Double Face, face à Harvey, quand il lui dit je suis qu'un chien fou qui court après les voitures, mais il y a autre chose au-dessus de moi. Oui, mais le problème c'est que Arès arrive tellement tard à la fin, et la révélation au niveau du personnage qui était derrière Arès, qui était en fait depuis qu'on avait croisé depuis le début, ça c'est à la fois pas mal fait, mais malheureusement ça arrive tellement tard et que t'as pas la construction de personnage. Et en fait du coup la construction du personnage ne se fait que par le biais de dialogue, et là on tombe dans un travers de méchants aussi classiques qu'on retrouve dans beaucoup de films et beaucoup de séries, et puis notamment j'ai envie de dire dans les mangas ou tout ça, où les mecs ne peuvent pas s'empêcher, c'est le combat final, et ils peuvent pas s'empêcher d'avoir des tartines de dialogue juste pour expliquer, et malgré tout les dialogues sont intéressants, parce que du méchant, quoi. C'est ça, et en même temps vraiment Arès justement n'est pas aussi monolithique qu'on nous le vendait au départ, et du coup c'est intéressant, mais au final tu sais jamais trop si c'est parce que il est méchant et il est manipulateur, il est en train de manipuler Diana, ce qui est sûrement un peu vrai, ou s'il est vraiment franc dans ce qu'il dit, puisque l'idée c'est Diana, rejoins-moi, regarde l'homme est méchant, de notre père sont imparfaits, l'homme est méchant, donc rejoins-moi en fait, et alors que c'est le dernier rempart, donc tout ça c'est pas mal foutu, mais c'est en même
même temps, voilà. Je dirais à l'image du film, ça a un certain classicisme. Et en fait, je pense que voilà, ils ont voulu être sages, ils ont voulu être prendre le moins de risques possible. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés dans ce côté extrêmement classique. Fallait aussi dire ce que c'est. Hein. Patty Jenkins, elle a pas une énorme filmo derrière elle. C'est pas une réalisatrice confirmée ou. Je crois qu'elle a repris le projet des mains de quelqu'un d'autre en plus. Oui, c'est ça, parce que c'était pas. Alors je me souviens plus, mais c'était pas elle, c'était Michel quelque chose. Je vais essayer de retrouver le nom, mais effectivement c'était pas elle qui était à l'origine du projet, mais en tout cas on sent qu'elle a vraiment été investie. En tout cas c'est un scénario de Zack Snyder entre autres, sur un scénario entre autres effectivement de Zack Snyder, donc ça respecte la continuité et le ton général qu'on a vu depuis Man of Steel et Batman v Superman. Oui, là il y a une vraie continuité. Tout ce que tu viens de dire là, c'est justement la partie moi qui m'a le moins plu, parce que c'est là qu'on tombe un peu dans tous les travers classiques. Le méchant est là, même à un moment elle dit qu'elle décide de faire le bon choix parce que en fait elle est amoureuse et que c'est juste ça qui la pousse. Enfin, tout ça c'est des travers qui sont connus et que je trouve un peu c'est du trop quoi. Au final c'est du trop, et c'est peut-être ça qui m'a un peu freiné sur cette fin de film. Une vraie méchante féminine aussi, ça aurait été bien, plutôt que le banal général allemand belliqueux. Je suis d'accord, mais après elle peut arriver, hein. Miss Poison, elle est pas. Oui, c'est sûr qu'elle va revenir. Et je pense que ça serait une erreur de ne pas la développer dans les prochains. Espérons. Et donc oui, je voulais en finir par rapport à la scène particulière, c'est que du coup le problème c'est que comme le personnage du Docteur Poison n'est pas assez développé, elle a une scène avec donc le personnage de Steve Trevor qui est vachement intéressant dans le château, dans la réception allemande, mais voilà, finalement qui va pas je pense suffisamment loin, parce que t'as ce côté de Steve Trevor où t'as l'impression, tu dis putain, il va retourner Docteur Poison, et Docteur Poison elle va passer de leur côté, enfin elle va se rendre compte de ses méfaits, tout ça, et finalement elle va les rejoindre, enfin il va réussir à la manipuler aussi de son point de vue quoi. Et au final, du coup, quand arrive la scène de choix de Diana et qu'elle ne tue pas le Docteur Poison, bah finalement le problème c'est que voilà, Docteur Poison qui est là au milieu, qui est là, il dit genre oh putain, il y a deux dieux devant moi, et c'est la merde, et elle est complètement on voit qu'elle est complètement terrorisée. Et alors c'est peut-être quelque chose justement qui sera fédérateur après pour le personnage, puisque quand elle verra de quoi est capable Diana et Wonder Woman, peut-être qu'elle voudra justement essayer de tuer un dieu ou tout ça, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est con, parce que tu te dis ça aurait pu être une scène extrêmement émouvante, et au final, de par le manque de personnalité et de développement du Docteur Poison, qui était finalement un personnage assez secondaire, on sait juste qu'elle a fait des choses atroces, mais en même temps, voilà, toujours, en gros, ah oui, j'ai fait des choses atroces parce que Ares m'a susurré ça à l'oreille, et parce que je suivais Ludendorff, tu vois. Donc tu retombes dans cette espèce de caricature de la femme subordonnée de l'homme, et tout quoi. Et c'est peut-être voulu, hein, j'en sais rien, mais du coup, moi c'est ce qui m'a déçu, parce que c'est pas ce qui m'avait été vendu quand j'ai lu ce fameux article sur le film, qui présentait le film et qui me vendait une méchante très présente, très importante, très voilà, c'est ça, importante dans l'histoire et tout. Et au final, je regarde le film en m'attendant à voir le Docteur Poison être un génie psychotique digne des grands super méchants et tout ça, alors qu'en fait c'est juste un outil utilisé par Ludendorff comme le reste de ses hommes quoi. Oui, complètement, ouais. C'est juste j'allais dire, c'est à peine un caractère relief, quoi. Alors moi, je me posais la question, JB, je pense que ça va t'intéresser, de savoir, est-ce que chez DC comme chez Marvel, parce qu'on observe la même tendance finalement quand on réfléchit bien chez Marvel aussi, chez Marvel Studios, à part dans les grands films comme les Avengers voilà, mais dans les films solo, on va dire, est-ce qu'il y a nécessairement besoin de tuer pour vaincre ? Parce que, tu vois, est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'aller jusqu'à tuer l'ennemi pour vaincre ? Parce que dans Man of Steel, Zod est tué de la main de Superman parce qu'il n'a pas le choix. Cette scène-là m'avait choqué. Voilà, parce qu'il n'a pas le choix. Dans Batman v Superman, Luthor n'est pas tué parce que c'est le grand méchant. Luthor n'est pas tué, il est emprisonné ou à l'asile, parce que dans la version longue, on découvre que Batman dit qu'il va le faire enfermer à Arkham. Voilà. Mais en tout cas, bon, dans la version normale classique qu'on a vue au cinéma, il est emprisonné, donc il n'est pas tué. Mais Doomsday, en revanche, est détruit.
la créature qu'il avait fait sortir. Celle-là, c'était dur de la laisser en vie. Ouais. Voilà. Là, c'était compliqué là. Voilà. Bon. Mais voilà. Et dans Suicide Squad, il me semble que l'Enchantress est détruite. Oui, son frère aussi. L'Enchantress et son frère demi-dieu aussi sont détruits. Ça finit encore dans une explosion. Voilà. Et dans Wonder Woman, elle tue non seulement Ludendorff en pensant que c'est Ares, et quand elle se rend compte que c'était pas Ares, il y a le vrai Ares qui débarque. Le vrai Ares dont on soupçonnait pas que ça pouvait être ce personnage-là, qu'on connaissait depuis le début du film, enfin depuis le début du film à Londres quand elle arrive à Londres. Dans la deuxième partie. Voilà. On voit le personnage, mais à aucun moment on a des indices nous disant attention, c'est peut-être lui le méchant. Ça, c'était bien fait. Donc ça, ce retournement de situation. On se doutait que c'était pas Ares. Mais ce retournement de situation là était très intéressant. Mais voilà, encore une fois, pour vaincre Ares, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le tue. Elle le détruit, elle le tue. On voit l'impact, on voit le. Alors, après, on peut se demander, c'est un dieu. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Est-ce qu'il a juste disparu ou est-ce qu'il est vraiment mort ? Est-ce qu'il continue pas finalement à exister de par le fait qu'il a influencé les hommes à faire le mal et que de par le mal que les hommes font, il existe toujours. Enfin, tu vois, ce genre de données philosophiques. On sait pas. En tout cas, le résultat qu'on voit à l'écran, c'est que Diana l'affronte et semble le détruire, le tuer, tout comme elle a tué Ludendorff juste avant. Seul le Docteur Poison s'en sort, donc peut-être pour revenir dans un prochain film, j'espère. En tout cas, l'actrice a signé pour plusieurs films. Donc j'espère peut-être la revoir dans un autre film Wonder Woman, ce serait sympa. Mais voilà. Mais du coup, pour l'instant, chez DC, on n'a pas vu dans les films solo, hein, je dis bien, parce que dans Batman v Superman, qui est le pré-Justice League, le préquel de Justice League, on va dire, Luthor est le grand méchant, et comme on en a besoin pour la suite, on le garde en vie. Il est gardé en vie. Comme Loki dans les Avengers, dans Thor, il est gardé en vie. Voilà, il se fait passer pour mort à la fin du premier Thor. Finalement, dans Avengers, on découvre qu'il était en vie et qu'il était juste allé du côté de chez Thanos pour récupérer des pouvoirs et une armée et tout ça. Et dans Thor 2, il se fait passer à nouveau pour mort, alors qu'en fait, on découvre que c'est lui qui dirige j'allais dire l'Olympe, mais le Asgard. C'est lui qui dirige Asgard dans le dos de tout le monde, en remplaçant Odin. Si on regarde chez Marvel Studios, c'est pareil. Dans les films solo de Marvel Studios, à part Loki, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À part Loki et Thanos, parce que voilà, et encore, je n'ai pas souvenir d'un méchant qui survive à la fin du film. Non. À part dans Iron Man 2 pour le personnage de Justin Hammer, qui se fait juste emprisonner, qui se fait juste embarquer par la police, c'est tout. Le Justin Hammer, le rival de Tony Stark, qui se fait juste embarquer par la police. Mais dans le dernier Civil War aussi, il tue pas le mec. Oui, il l'empêche de se tuer. C'est la première fois. Voilà. C'est la première fois qu'il empêche. On empêche le méchant de se tuer ou de se faire tuer. Sachant que voilà, il y avait aussi une approche beaucoup plus psychologique où ça c'était intéressant pour parler un petit peu, faire juste une brève parenthèse et digression sur les Marvel. C'était dans Civil War, même si c'est pas un film extraordinaire, c'est le fait est que c'était un affrontement. Enfin, c'était le méchant poussé, il savait qu'il avait aucune chance lui il le dit lui-même, sur le terme de la puissance. J'ai des personnes plus importantes et plus puissantes que moi ont essayé de les détruire et ils n'y sont pas arrivés. Moi, tout ce que je veux, c'est faire prendre conscience au monde de l'injustice que représentent les Avengers, et je veux me poser en vengeur de tous ceux qui ont été lésés par les actions des Avengers. C'est les victimes des Avengers, les victimes collatérales qui reprennent leur revanche. Mais c'est le côté psychologique. Et là, du coup, c'est bien. Enfin, c'était intéressant. C'était vraiment très intéressant. Mais du coup, par exemple, on regarde le méchant de Iron Man 1, Ironmonger meurt. Dans Thor, Malekith, dans Thor 2, meurt. Captain America, Crâne Rouge, meurt ou est téléporté quelque part, on sait pas, parce que il disparaît dans le faisceau de lumière qui sort du cube. J'aurais dû revenir, mais le problème, enfin en tout cas c'est un problème avec l'acteur Hugo Weaving qui voulait pas revenir, je pense. Et après techniquement il pourrait, comme c'est vu le type de personnage, il pourrait très bien y avoir un autre acteur qui prêterait ses traits. Bien sûr. Donc mais pour l'instant depuis 2011 en tout cas, Crâne Rouge nous est présenté comme mort à l'issue de son affrontement avec Captain. Il y en a beaucoup qui pensaient que dans Captain America 2, c'était que Pierce c'était Crâne Rouge. C'était Crâne Rouge. Moi je m'attendais à ce qu'à la fin il enlève son visage, effectivement. Donc, mais non. Voilà. Mais voilà, Pierce à la fin de Captain America 2 meurt lui aussi. On va pas trop digresser sur les Marvel. Si on réfléchit bien, à part Bucky qui est pas vraiment un méchant, et Loki et Thanos chez Marvel comme chez DC. Il y a que Loki
personnage emblématique. Voilà. Et puis chez DC, bon, on va dire que c'est encore trop récent. Voilà. Et chez DC, le méchant, à part dans Batman v Superman, où Luthor est emprisonné, mais à chaque fois, le héros doit vaincre son adversaire en le tuant. Oui, et je me demande si dans les comics c'est pas comme ça. Dans les comics, le méchant il va faire un tour à Arkham ou il va faire un tour en prison, il revient plus tard. Enfin, il y a un retour incessant du méchant parce qu'il y a besoin de lui pour les aventures du personnage. Alors je sais que la durée de vie des personnages et de leur univers va être réduite au cinéma comparé au monde des comics. Bien sûr, ça va pas avoir 70 ans d'existence. Mais c'est plus compliqué parce que c'est des contrats. Voilà. Enfin, c'est les contrats des acteurs. Donc il faut. J'ai l'impression dans les films au cinéma, que ça soit chez DC ou chez Marvel, mais surtout chez DC, on a vu ça parce que c'est surtout très noir ou blanc chez eux. Très noir ou blanc chez eux, c'est très traité bilatéralement comme ça. Pour que le héros arrive à vaincre son adversaire, il doit le tuer. On verra ce que ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jusque là ou est-ce que. Mais après, ce que je disais, n'oublions pas que chez DC, c'est à chaque fois c'est quand même justifié, mais c'est. Oui, c'est pas une mort gratuite. C'est pas une mort gratuite comme chez Marvel, on peut le voir chez certains méchants de Marvel qui sont morts un peu gratuitement. Alors j'aimerais rebondir et qu'on revienne un petit peu à Wonder Woman. Ouais. Justement, une des critiques moi que j'ai beaucoup vues. Sur le personnage, enfin dans le film et donc sur le personnage et ça, de la manière dont il a été interprété, c'était de montrer, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup maintenant dans les comics, c'est montrer que en fait malheureusement on a surtout une Wonder Woman qui est une Wonder Woman guerrière, alors que à la base le personnage de Wonder Woman est quelqu'un de relativement pacifique et justement qui intervient beaucoup par le dialogue et qui a ce côté d'ambassadeur et du coup justement par rapport au départ où elle dit oui, je vais dans le monde des hommes pour régler les conflits, mais on sent qu'elle veut aussi le faire de manière pacifique. En tuant Ares, tout simplement. Pour elle, c'est très simple dans son esprit. Oui, mais en attendant, elle tue tout un tas d'Allemands, tu vois. Alors que ça, c'était un des gros points faibles, c'est vrai, qui a été relevé du film. Bon, moi, je pense que ça peut encore se justifier, mais de dire en gros tout le monde est innocent, je vais tuer Ares, et en fait, elle arrive dans les tranchées en Belgique et elle défonce de l'Allemand à tour de bras, tu vois. Donc bon, ça c'est le côté. Bon, après ça reste un détail et ça passe bien dans le film. Moi je trouve que c'est justifié parce que t'as toutes ces scènes. C'est vrai que le personnage de Diana est plutôt ambassadrice de paix à la base, ambassadrice de paix et de compréhension mutuelle et de toutes les valeurs fortes portées par Themyscira. Mais c'est vrai qu'elle a depuis quelques années en comics un côté plus guerrier qui est mis en avant par le run de Cliff Chiang et Brian Azzarello notamment, qui revient sur ses origines et qui en fait la fille de Zeus au lieu d'une simple statue de glaise complètement repris dans le film. Voilà, ils reprennent les deux origines dans le film, ils jouent sur la première pour mieux révéler la seconde à la fin. Et voilà, et donc Diana est censée avoir un rôle très pacifique dans le run de Greg Rucka, qui reprend d'ailleurs le personnage actuellement pour DC Rebirth. Dans le run de Greg Rucka au début des années 2000, Diana est clairement l'ambassadrice de Themyscira auprès des Nations Unies, à New York, auprès des États-Unis, auprès des Nations Unies, tout ça. Et donc elle essaye de porter au mieux de ses possibilités, les valeurs de son île, de sa civilisation, en n'hésitant pas à chambouler les codes préétablis dans les civilisations dans lesquelles elle essaye de porter la bonne parole. Mais ça reste une ambassadrice. Et justement, elle est attaquée par ses ennemis, le Dr. Cale ou tout ça, voilà. Elle est attaquée par ses ennemis comme ambassadrice de Themyscira. Pas comme Wonder Woman la guerrière, enfin si, il y a des ennemis qui viennent à elle en l'attaquant en tant qu'Amazone et en tant que guerrière, en l'attaquant sur ces points-là, mais les ennemis, on va dire, récurrents du run de Greg Rucka, c'est plus un affrontement idéologique entre ceux qui refusent ce qu'elle tente d'apporter avec la culture de Themyscira et la culture des Amazones, ce qu'elle essaye d'apporter de pacifique au monde, et ceux qui le refusent. Et au contraire ceux qui se rangent derrière sa vision des choses et qui disent mais il faut la laisser parler, il faut la laisser nous éduquer parce qu'on a des choses à apprendre d'elle, etc. Et voilà. Étienne, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu veux rebondir sur un point du film que t'as aimé ou non? Enfin, tout ça pour dire que Wonder Woman est devenue très guerrière depuis peu
peu de temps Oui, peu de relativement temps, quand même oui, dans Je son pense existence. que c'est- Elle était surtout Depuis, ambassadrice voilà. Depuis les de bonne New volonté 52, jusqu'à encore présent. dans les années 2000, elle Voilà. était encore là finalement ça fait 6-7 ans qu'elle est vraiment Voilà, dans les ouais. publications comics, vraiment à chaque fois mise sur le côté Voilà. guerrier Bon quoi. après c'est vrai que dans l'univers DC classique elle a eu ses heures guerrières aussi dans Final Crisis Oui, pardon. non mais bien sûr, non mais Voilà, ça reste non, des Elle a eu ses heures guerrières, mais elle a toujours été montrée du point de vue d'une C'est ça. ambassadrice de bonne volonté. et c'est toujours équilibré. Enfin, Voilà. c'est- Alors que c'est maintenant- deux facettes. Maintenant, elle est plus ambassadrice de Themyscira. Maintenant, elle est guerrière Amazon Après, qui combat au sein de la Justice League et qui combat aussi en solo. Et voilà. c'est quelque chose que sous-tend le film, c'est que bon, par rapport à ce qu'on a vu dans BVS, où au départ, elle était, on sent que c'est une femme qui vit un peu cachée, un peu recluse. Alors justement, un peu blasée, un peu peut-être dégoûtée de l'homme, de l'humanité. Donc on peut dire que donc voilà, ce n'est Dans le présent, tu veux dire? oui, dans le présent, je parle par ouais. rapport à BVS, Oui. puisque donc tout le premier, le premier Wonder Woman, le film est un gigantesque flashback par rapport à la photo qu'il y avait dans le Les le archives film de Luthor, dans le film de BVS. Et du coup. Justement, peut-être que c'est quelque chose qui sera développé ensuite dans les films suivants, où elle va de plus en plus abandonner son côté guerrier pour devenir quelqu'un de pacifique, jusqu'à vivre en quasi reclusion, en tout cas ne plus jusqu'à ce que voilà. Enfin, en attendant, on n'a plus Superman, donc on a vachement besoin d'une Wonder Voilà, Woman c'est dans ça. l'équipe quand même. C'est clair. Alors je vais peut-être être un peu plus terre à terre, mais moi je pense que c'est un problème d'époque en fait. C'est-à-dire que l'époque actuelle, les personnes actuellement vont rechercher le côté guerrier, le côté combat, c'est ça qui va plaire dans une série ou dans un film. Et de toute façon, qu'on fasse un film, une série, une bande dessinée, quoi qu'on fasse, il faut qu'on cherche à plaire au public quelque part. Et le public actuellement cherche plus le conflit. À mon avis, le public cherche le conflit physique, le conflit guerrier, voilà. le conflit plutôt qu'idéologique. Plutôt que, à mon avis, c'est sur ça que se joue le. Même si les films, débat. même si les films de DC la ont preuve. une part d'idéologie, une part d'affrontement Voilà, je idéologique. pense Mais justement, que ils ont plus facilité à faire passer leurs Pourquoi arguments via des combats physiques, même si pourquoi derrière il y a de l'idéologique, parce que tout simplement le physique plaît. Pourquoi le BVS n'a pas été apprécié du public alors que toute l'intrigue du film, c'est l'affrontement entre Batman et Superman, d'un point de vue idéologique au départ, où les deux n'arrivent pas à se comprendre, à comprendre les agissements de l'autre, jusqu'à ce que donc voilà, jusqu'à ce qu'on se casse la gueule mutuellement. Mais jusqu'à ce que Luthor en fait les manipule pendant tout le film, et c'est ça qui est beaucoup mieux expliqué dans la version longue, effectivement. Et on sent qu'en fait c'est le plan du méchant et qui ajoute donc dans l'ombre en manipulant, et arrive donc à ce moment de combat, effectivement, comme tu dis, il se fout sur la gueule dans le film, finalement relativement tard, et c'est une scène qui ne dure finalement pas très longtemps à l'échelle du film, jusqu'à ce qu'ensuite il y ait encore l'autre combat avec Doomsday, où là il y a les personnages qui se réunifient, et du coup c'est quelque chose qui a été reproché au film, de dire finalement ils combattent pas longtemps. Tu vois. Donc ça rejoint. Non, mais je pense que c'est le versus en fait qui est mal interprété. Le versus est interprété comme étant. Oui, mais ça rejoint ce que tu disais. Oui, c'est un problème d'époque, moi je pense. C'est réellement ça, la tendance actuelle, la mode actuelle, si tu veux, c'est le combat physique. Alors on en revient peut-être à ce que tu disais là, ta première question de départ. Est-ce qu'il est nécessaire de tuer un héros? Moi, la première fois que j'ai vu un héros au cinéma, c'était Spider-Man. C'était les premiers là, de Sam Raimi, et j'ai été outré, voire choqué qu'à la fin il tue son ennemi. Et pour moi, Spider-Man n'a tué qu'un seul homme dans sa vie, et c'était plus ou moins un accident, et à partir de là il a eu une révélation, il s'est dit qu'il le ferait plus jamais, et le voir au cinéma comme ça, alors tout le monde trouvait ça génial parce qu'on voyait Spider-Man pour la première fois au cinéma, mais personne n'était choqué. Il tuait pas vraiment, c'est juste qu'il tuait pas directement le méchant. Le méchant se faisait tuer par ses propres moyens. Mais alors pourquoi cette choix de fin, tu vois, à cette époque-là déjà? Parce que tu vois, dans Spider-Man 1, il évite le planeur du bouffon vert qui plante le bouffon, mais ça reprend le comics. Choix déjà au niveau ça reprend le comics. Dans le comics, c'est la même scène qui se passe où Norman Osborn la première fois meurt de cette façon. Peut-être assez tard, je veux dire, le bouffon c'est quand même un ennemi qui va devenir qui est récurrent avant de mourir. Il doit pas mourir dès le premier épisode. Non. Faut pas oublier, mais faut pas oublier qu'à l'époque
les films de super-héros, c'est encore tout récent, tu vois. Je suis d'accord. On pouvait pas projeter très loin sur l'avenir, du coup, la licence. Oui, enfin voilà, ils voyaient pas en termes de franchise, c'est-à-dire qu'au maximum, ils voyaient en termes de trilogie. Et c'est ce qui a été la première trilogie Spider-Man. Et donc oui, mais par exemple, dans X-Men, t'as Magneto. T'as Magneto, t'as Mystique, qui sont des personnages qui reviennent. Dante-Sap se fait tuer à la fin du premier X-Men, et moi c'est pareil, ça m'avait choqué. Oui, tous les. Pourquoi il meurt alors qu'il revenait tout le temps dans les dessins animés? Oui, mais je pense que c'était parce qu'ils ont voulu répondre à une époque. Non, pas que. Il y a aussi ce que Thomas a dit, c'est que à l'époque. C'est tout nouveau, les films de super-héros, on tâtonne un peu et donc on avance sérieux aussi, hein. On avance par petits pas, par trilogie, d'abord par film qui se tiennent en un seul. Alors je sais plus si dans les Batman les méchants à chaque fois aussi, oui, bien sûr. Ils meurent aussi également dans les Batman de Burton, en tout cas oui, pas dans les Batman de c'était un peu aussi une tradition de dire un méchant, enfin un film un méchant, quoi. Oui, voilà. Mais tu vois, par exemple dans Batman Forever de Joel Schumacher, Double Face meurt à la fin, oui, mais le Sphinx est gardé en détention à Arkham. Ah oui, c'est le seul. Mais il devient complètement taré, je crois. Oui, il est complètement taré, il est inutilisable après pour la suite. Voilà. Mais et dans Batman et Robin, Poison Ivy est gardé en internement à Arkham également, même si il est plus ou moins montré que Freeze s'occupe de son cas en se vengeant de la mort de la presque mort de sa femme sur elle. Mais sinon le Freeze ne meurt pas, Poison Ivy ne meurt pas, le mec qui faisait Bane, on n'en entend plus parler après qu'il ait été vaincu par Robin et Batgirl, donc on sait pas ce qu'il est devenu. Sinon il y avait ce côté au début des années 90. Au final, en fait, c'est très, marrant très violent où le méchant devait mourir à la fin du film, qui est repris dans les années 2000, où le méchant doit mourir. En général, pas tué par le héros. En général, c'est emporté par ses propres péchés. Oui, c'est ça. Emporté par ses propres péchés. Métaphoriquement, par exemple, le Joker de Jack Nicholson dans le premier Batman, Batman ne le tue pas exactement. Au départ, il veut juste l'immobiliser, l'empêcher de s'enfuir en l'attachant à une gargouille, en attachant son pied à une gargouille de la cathédrale sur laquelle il s'affronte. Et c'est le Joker, en tentant malgré tout de s'enfuir à bord de l'hélicoptère, qui déclenche sa propre fin en se faisant entraîner dans le vide par le poids de la gargouille qui symbolise métaphoriquement le poids de ses péchés, qui l'entraîne et auquel il ne peut pas échapper. Voilà. Et la chute d'un méchant, c'est un motif récurrent d'ailleurs chez les méchants pour une fin d'un méchant. La chute en tant que telle, c'est toujours provoqué plus ou moins par le méchant lui-même. Il finit par chuter de par sa propre faute finalement. Le héros ne sert qu'à donner la petite poussée. Pulsion, voilà. Bien messieurs. On a bien dérivé, hein. On a dégraissé. On a des choses à dire. Hein. Est-ce que vous voulez revenir sur des points du film ou parce que là on est à 1 heure d'émission. Donc là, faudrait la bataille finale contre Ares, la bataille finale contre Diana et Ares. Donc oui, il y a ce coup de génie avec Ares justement qui se révèle et on s'attendait pas du tout à ce que ce soit ce personnage-là qui soit en réalité Ares, le dieu de la guerre, caché depuis le début. Donc c'est un ministre anglais. Oui, c'est ça. C'est celui qui les envoie en mission au départ. En plus, c'est celui qui les aide et qui les envoie en mission au départ en plus. Donc et c'est celui qui marche avec une canne. C'est celui qui paraît un peu. C'est le. Il jouait dans Harry Potter. Oui. Cet acteur. Lupin. Oui, c'est ça. Ah d'accord. C'est le C'était Lupin. D'accord. Remus Lupin. Ok. Bah oui, voilà, il joue un rôle sympa au départ et puis à la toute fin on découvre qu'en fait c'est lui depuis le début Ares et qu'il les a manipulés depuis le début. Ça marche bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne surprise. Moi ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui le méchant. Et quand on le voit apparaître au départ, quand on le voit apparaître à la fin comme ça et qu'il commence à parler à Diana, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là lui déjà, comment il est arrivé jusque là, et c'est qu'après on fait ah putain c'est lui Ares en fait, d'accord, ah. Et ça marche plutôt bien la révélation, ça marche très bien. Après il y a le côté ça sert à Diana à vraiment utiliser ses pouvoirs, voilà. À se rendre compte de ce qu'elle peut faire. C'est ça, le plein potentiel de Diana est révélé par ce combat là, oui exactement. Voilà. C'est là qu'on découvre qu'elle découvre elle-même qu'elle peut voler, qu'elle peut manipuler la foudre, qu'elle peut faire des trucs de super-héros qu'elle pensait pas pouvoir faire avant, même si on l'avait déjà vu soulever des chars d'assaut ou défoncer des bâtiments entiers en rentrant dedans à coups de bouclier. On est
dans un combat final qui dévoile le plein potentiel du héros, du coup, effectivement. Et c'est très bien joué de la part de la réalisation et également de l'actrice, du jeu des acteurs. Après, j'ai trouvé le Ares un peu, comment dire, un peu, je sais pas comment dire, ça m'a fait penser au Doomsday de Batman v Superman, voilà, tu vois. visuellement, c'est pas. Quand il revêt son armure, voilà. C'est pas ouf, quoi. C'est pas super génial, et ça m'a fait penser au Doomsday un peu décevant de Batman v Superman, où c'est juste le gros méchant qui tape très fort et qu'il faut le boss de fin de niveau. C'est vrai que ça aurait pu être vraiment très intéressant qu'il décide au dernier moment de s'enfuir. Voilà, oui. De s'enfuir ou qu'elle l'ait pas. Tu vois, il s'enfuit, et puis bon, à la limite, on garde la scène avec les Allemands ou les nazis. Ah non, c'était pas les nazis non, encore pas les nazis à cette époque. Et qui se rendent compte qu'ils sont en train de faire une bêtise, quoi. Et c'est vrai que ça aurait pu être pas mal, et ça aurait pu donner pour la suite, même si on le revoyait pas derrière. On aurait pu toujours avoir cette idée d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, comme quoi Ares existe toujours. Exactement. Et que du coup, ça justifierait plus logique, encore plus le rôle de Wonder Woman dans la gardienne du monde, en fait. Ça veut dire que... Alors, il y a deux solutions. Soit il est réellement mort et on le revoit plus, et donc Diana par la suite. Soit il a simulé sa mort, parce que c'est vrai que aussi, oui, c'est un dieu, donc on sait jamais, on sait pas. C'est un dieu, donc on sait pas. Parce qu'il maîtrise quand même la foudre, le feu, tous les machins. Voilà, il en envoie toutes les couleurs. Hein. C'est un dieu, donc finalement il a très bien pu simuler sa mort. Mais voilà, on a le choix suivant qui se pose à nous et qui se pose à la réalisation et à la production de Warner et tout ça pour utiliser ces personnages. Soit Ares est bel et bien mort à la fin du film Wonder Woman, et donc dans les films prochains elle affrontera plutôt le mal des hommes, le mal venant des hommes en tant que tel, le côté maléfique, ou pas maléfique, mais le côté noir, la noirceur qui se cache dans l'âme humaine et tout ça. Elle affrontera plutôt ça, et donc elle perdra ses illusions, elle sera un peu désabusée, désillusionnée. Et elle ressemblerait à celle d'aujourd'hui. Voilà, plutôt celle d'aujourd'hui qui vit un peu recluse et qui se fiche un peu de ce qui se passe dans le reste du monde et tout. Soit Ares n'est pas mort, et on le verra revenir petit à petit, progressivement, dans d'autres films, par petites tranches, par petits indices. On le verrait revenir en se disant finalement il est pas mort, et peut-être qu'il va même se taper avec les autres, avec Darkseid et tout ça. On a déjà vu Ares faire alliance avec Darkseid, donc pourquoi pas. Alors moi le seul truc, je suis assez fan de ce que vous dites, mais je pense malgré tout que non mais c'est vrai, hein. Aide réalisateur sur DC Warner. C'est ça. Non mais c'est ça en fait. Voilà, on va faire un. Je suis sûr que ça existe déjà, mais on va faire un site, vous savez, Ask Me Hollywood, et voilà. Tiens, je te pitch les films, je te donne les acteurs. Vas-y, tous les clés en main. Vas-y Hollywood, et tu me rémunères. Je suis un spin doctor, et c'est ça, quoi. Enfin, il y a ce genre d'aide à l'écriture justement pour les films qui sont pas vraiment vus. Mais non, oui, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je pense qu'ils voulaient boucler l'histoire avec la mythologie grecque dès le début, pour que ça n'intervienne plus après, parce que c'est pas, tu vois, autant ça peut le faire en tant que genèse, autant ça s'incarne bien, et dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Je ne vois pas enfin tu vois, parce qu'il exprime, il dit Arès a buté tous les autres dieux, tu vois, et en gros il restait plus que de l'Olympe, mais oui, enfin de l'Olympe, mais en gros il restait plus que Arès et Diana, quoi. Enfin apparemment Zeus il est mort aussi, disparaître, mais déjà ça, c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà un problème, tu vois. Un seul dieu va éliminer tous les autres. Bah oui, c'est quand même le dieu de la guerre, quoi. Pourquoi, enfin pourquoi il serait mort, enfin pourquoi il serait pas simplement enfui. Le problème c'est que c'est ça, c'est l'idée d'inclure une origine, on va dire, récente de la mythologie, de relier Diana, Wonder Woman à la mythologie grecque. Ça, c'est, voilà, comme tu l'as dit, Florence, c'est dans un run récent qui est celui de avec une ressemblance quand même assez frappante à la mythologie judéo-chrétienne, puisque le Arès qu'on découvre dans Wonder Woman fait beaucoup penser à Lucifer, et à ce qu'on connaît de la chute de Lucifer, de la jalousie de Lucifer vis-à-vis des êtres humains que Dieu a créé, comparé aux anges, etc. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez le Arès de DC Comics, de Wonder Woman. Du film, je veux dire, et donc on voit la mythologie grecque adaptée à la sauce judéo-chrétienne de l'Occident, quoi. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que du coup j'ai l'impression qu'ils voulaient un peu fermer
enfin l'idée de la mythologie, et que c'est pas forcément comme tu disais, ah bah tiens on va retrouver Ares en de nos jours dans les Justice League ou en pleine guerre avec Darkseid, ouais non, je suis pas sûr que ce soit dans les plans. Pourquoi pas, hein, mais je suis pas sûr malheureusement que ce soit dans les plans de DC qui veut quand même garder un côté. Alors je sais pas, parce que c'est vrai que je me disais ils veulent garder le côté le plus réaliste possible, et bon, t'as les combats de Man of Steel, t'as Suicide Squad où t'as quand même pas mal, enfin t'as énormément de trucs, beaucoup trop de trucs fantastiques. Ouais. Alors, après, je sais pas vers quoi ils vont tourner. C'est ce qu'ils vont embrasser totalement ça en disant, bah voilà, on a des méta-humains, on a Aquaman, on a Flash, etc. Donc on a plein de personnages comme ça, et donc bah finalement, pourquoi pas continuer dans ces délires mythologiques, quoi. Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vont complètement entre guillemets rayer de la carte, quoi. Mais j'ai l'impression de la manière dont est amené le film de Wonder Woman, que à la fin elle le tue vraiment, et c'est à la fin d'arrêt. Et on n'en parle plus, quoi. Ou donc alors donc après elle affrontera plutôt la noirceur humaine par la suite, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. Mais enfin, même ça l'empêche pas d'affronter la noirceur humaine dans la Seconde Guerre mondiale. Que justement là, elle est tuée plus tard dans d'autres plans machiavéliques. Non mais tu vois, justement, elle a peut-être tué Ares, et maintenant, c'est son voilà, héritage qu'elle doit affronter. C'est voilà, l'héritage d'Ares, mais qui est en aussi, tous les hommes, et qui est donc une menace diffuse, et qu'elle pourra jamais à proprement parler vaincre. En tout cas, pas de manière guerrière. Non. Mais en se plaçant plutôt comme Superman, en tant que messie ou idole à suivre. Ouais, exactement. Bon bah si c'est quoi? C'est la Warner. Oui, si la Warner nous écoute, hein, on va vous donner une adresse, un numéro. Là, on a plein d'idées. Donc voilà. Dans un premier temps, on vous demandera une faible rémunération. Si ça marche, bien sûr, nos prix augmenteront. Ouais, on va demander un pourcentage. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire après que au niveau de sa structure, sa structure scénaristique, le film ressemble pas mal à Captain America, le premier du nom. Oui, bah ça on peut dire ça. Je pense que t'avais eu la même impression que moi en sortant du film. On retrouve des passages ou des constructions du scénario, de l'histoire, du développement de l'histoire et des personnages qui font fortement penser au premier Captain America en 2011. Mais après, c'est ce qu'on se disait, balancer un super-héros dans une guerre mondiale, que ça soit la première ou la deuxième, ça risque forcément de faire des redites, effectivement. Oui, on risque forcément d'avoir des choses qui se télescopent. Oui, et puis faut dire ce qui est. Le personnage, bon, en plus c'est des personnages qui ont été créés à la même époque. C'est à la fois, enfin, pour schématiser grossièrement, Wonder Woman, ce serait un espèce de mix entre Captain America et Thor. Thor pour le côté mythologique, tu peux pas faire ça, Wonder Woman. Retire ce que tu as dit. Et Captain America pour le côté emblème et voilà, et guerrier, quoi. Mais c'est très grossièrement dire. Oui, voilà. C'est le même bouclier. Donc. Ouais, mais elle a quand même plus la classe. Elle, ouais, carrément. Voilà. Mais c'est vrai que oui, immanquablement, forcément, l'origin story de Wonder Woman fait énormément penser à celle de Captain America, bon, dans un autre style. C'est vrai qu'on le disait aussi tout à l'heure, hein, avant l'émission, le traitement du personnage dans sa tenue aussi est quand même vachement bien. Par rapport, moi je trouve que sa tenue par rapport à ce qu'on connaît des comics d'elle de l'époque, la fameuse culotte étoilée et le corset étoilé, voilà, tout rouge, le corset rouge étoilé avec la culotte étoilée. Là c'est plus une jupe guerrière, justement, c'est un corset d'armure avec une jupe guerrière, la sangle du bouclier. On retrouve le rouge et le bleu. Elle est très belle. On retrouve le rouge et le bleu, mais il est plus. C'est une armure sombre. Et c'est d'ailleurs, il faut souligner, c'est le look qu'elle a depuis le début du run de David Finch et Meredith Finch, donc de Wonder Woman, déesse de la guerre, et c'est le look qu'elle a désormais dans le DC Rebirth. Ils ont rapproché son look en lui mettant cette fois-ci une jupe guerrière, c'est fini l'ère de la culotte, en gros. C'est maintenant elle a sa jupe à la romaine ou à la grecque, comme vous préférez, mais représentez-vous une armure grecque ou une armure romaine pour femme, et c'est globalement l'uniforme de Wonder Woman, quoi. Il manque plus que le W en forme d'aigle que l'aigle en forme de W sur la poitrine, et voilà, c'est le diadème. Et le diadème, effectivement, très important. Tous ses pouvoirs. Non. Bon, en tout cas, on peut dire que vraiment le personnage est très bien
très fidèlement construit et représenté dans le film. Ça, c'était vraiment une franche réussite. On n'a pas trop parlé, on peut peut-être parler réalisation, musique, effets spéciaux. Je suis très déçu parce que où que je sois allé jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la BO du film. Parce que je veux pas la télécharger, je veux pas la télécharger, je veux l'acheter. Donc je n'ai pas trouvé dans les magasins Fnac ou Espace Culture. Bah je sais pas. À chaque fois on me dit on n'a pas de date. Donc on n'a pas de date ou on l'a pas reçu. À chaque fois c'est ce qu'on m'a dit. Donc je n'ai pas trouvé. Je pense que je vais finir par après. Je pense que je vais finir par la commander ou la précommander sur Amazon ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai très envie de retrouver les musiques du film qui m'ont porté pendant le film, qui me sont pas restées en tête, et c'est justement pour ça que j'ai envie de les avoir. C'est pour me remettre en tête les thèmes principaux du film. Le thème de Diana, on le connaît depuis Batman v Superman, c'est le même, il a pas changé. C'est les tambours. Voilà. Les tambours et les corps, les percussions, les corps et tout ça. C'est la guitare aussi, je crois. Oui, un riff de guitare aussi. Ah, la classe. Ouais. Et ce thème-là n'a pas changé, donc on le retrouve dans le film Wonder Woman. Après, les autres thèmes du film, les thèmes guerriers, le thème d'Arès, le thème de la baston finale, tout ça, je suis très envieux de les avoir concrètement pour me les remettre en tête, parce que en sortant du cinéma, j'ai pas t'avais pas de mélodie hormis le thème de Wonder Woman elle-même, j'ai pas de thème particulier qui me reste en tête, quoi. Donc j'ai envie de les avoir, ces musiques, pour pouvoir me les remettre en tête et me dire ah oui, c'est vrai, ça colle à tel moment et ça porte vraiment le moment, quoi. Parce que sinon elles sont assez discrètes pour pas trop s'imposer, ouais. Un peu à l'image du film, quoi. Oui. C'est qu'elles sont efficaces, elles marchent bien, elles font le job. Après, elles restent pas forcément en tête. Mais il y a quelques mélodies, qui moi, j'avais réécouté la BO. C'est un. Alors, je me souviens plus exactement du nom de compositeur, mais en gros, c'est un élève de Hans Zimmer. Ouais. Ouais, comme Junkie XL, comme Ramin Djawadi qui fait les musiques. Trevor Rabin et tout ça. Donc, ah oui, c'est aussi un. Trevor Rabin aussi, qui fait partie de l'école de Zimmer. Enfin, il y a. Et c'est vrai, c'est vrai que tu reconnais, voilà, certaines sonorités, certaines utilisations. Alors, c'est peut-être une volonté d'homogénéiser aussi un petit peu en fonction des films les musiques, quoi. Bah, là, quoi qu'ils ont parlé de Danny Elfman pour le Justice League. Ouais, ça va faire un choc. Là, on aura eu Danny Elfman pour Avengers 2. Pour Avengers 2, c'était lui, hein, c'était Danny Elfman avec Alan Silvestri, et on aurait Danny Elfman qui reprendrait des musiques de Hans Zimmer sur Justice League. Ça risque de donner un truc complètement soit ça va être hyper impressionnant et on va tous avoir le cul par terre, soit ça va totalement dénaturer le film à côté du ton hyper sérieux que les films Warner ont en général, et on va sortir un peu du film à cause de ça. Ce serait dommage, surtout pour un film de Justice League où tout est joué là-dessus, quoi. Donc ça serait un peu dommage. On avait parlé, je pense, on peut faire rapidement à la fin de l'émission un point lecture. Oui. Un point lecture sur les. C'est bon, messieurs. Moi, j'ajoute plus rien. Plus rien. Un point lecture sur ce qu'il faut avoir lu pour comprendre le film Wonder Woman. Pas pour comprendre, mais pour prolonger l'expérience. Si vous avez aimé le film, voilà ce qui est intéressant de lire en. Le run de Cliff Chiang au dessin et Brian Azzarello au scénario, disponible chez Urban Comics en 6 tomes. C'est les 6 tomes de Wonder Woman et New 52 en gros, donc de 2011 à 2015. Voilà, c'est ce qu'il faut lire pour globalement saisir la trame du film, qui s'en inspire beaucoup. Après, alors vite fait dans l'aspect mythologique, mais voilà. Mais bon, sinon ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a encore tous les dieux les principaux dieux dans. Tu as les tomes de Wonder Woman, Dieux et Mortels, les deux pavés que Urban a sortis de Georges Pérez. Alors oui, voilà, qui sont fondateurs de la Wonder Woman de l'ère classique telle qu'on la connaît, avec celle avec laquelle on l'a grandi et celle dont s'inspirent les autres runs par la suite, comme celui de Greg Rucka. Et donc voilà, forcément le run de Greg Rucka qui en est à son 2e tome sur 3 en VF. Donc là c'est des gros volumes, des gros presque format anthologie en fait. Ouais, un peu moins gros qu'une anthologie. Les Dieux Immortels, oui, c'est aussi gros qu'une anthologie. Les 2 Dieux Immortels sont chacun aussi gros qu'une anthologie, mais les Greg Rucka c'est plutôt comme les Grant Morrison présentent Batman à l'époque, quoi. C'est plutôt ce format-là. D'accord. Ah oui, c'est moins. De Greg Rucka.
Comme Paul Dini présente Batman ou Oui, d'accord. C'est ou plus, Grant Morrison présente Batman. C'est vraiment les DC signatures, donc c'est une partie d'un run à chaque fois et on continue. Donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'en VF, on est assez bien servi sur Wonder Woman par Urban. Juste, j'ajoute, si vous voulez vraiment voir du vieux Wonder Woman, et enfin vraiment les origines, vous en avez dans plusieurs, toute une collection d'anthologies, donc un qui s'appelle Wonder Woman Anthology et l'autre ça va être DC Anthology qui est le tout premier sorti, où vous allez avoir des histoires de Wonder Woman. Donc bon, bien sûr principalement je vous conseillerais celui concentré sur Wonder Woman. Il y a aussi celui peut-être sur les super vilains où il y a des, mais j'ai plus trop souvenir, où doit y avoir et tout ça. voilà, il y a notamment le personnage de Cheetah, oui, donc doit y avoir effectivement des après faut que vous regardiez, hein, c'est détaillé et tout, donc vous savez. En tout cas, on est chez Urban plutôt bien servi au niveau lecture à avoir sur le personnage. Et moi je t'avais dit que si tiens, peut-être l'Odyssée aussi de Straczynski, non? Tu considères pas ça comme non, parce que là ça c'est une bonne petite histoire. Moi, j'ai pas une grosse j'ai bien aimé cette histoire, sur elle est très décriée, mais j'ai bien aimé cette histoire. C'est avec ça que j'ai commencé à connaître Wonder Woman quand Urban est arrivé sur le marché, vu que c'est ça qu'ils ont commencé à balancer. Publication, voilà. C'est ça qu'ils ont commencé à balancer en premier. Donc c'est par ça que j'ai commencé à connaître Wonder Woman, à travers ses propres aventures. Moi ça m'a beaucoup plu. Je sais que l'histoire est très décriée, très mal aimée dans la communauté de fans. Mais c'est pas, je pense, une lecture à conseiller pour le film, parce que le film s'en inspire très peu, et puis il y a pas le Docteur Psycho, il y a pas non mais voilà, c'était comme on disait, c'était histoire d'aller plus loin dans l'univers. Si vous voulez aller un peu plus loin, oui, tout ce qu'a fait Urban jusqu'à présent sur Wonder Woman est potable, c'est vrai, dans une volonté de comment dire, d'agrandir vos connaissances sur elle, de développer vos connaissances sur elle et davantage pénétrer son univers, et voilà. Donc tout ce que Urban a fait paraître jusqu'à présent, peut-être l'Odyssée un peu moins, mais tout ce que Urban a fait paraître d'autres de récent sur Wonder Woman, que ce soit les anthologies, que ce soit les runs de Brian Azzarello ou de David Finch ou de Greg Rucka maintenant, ou de 2003. De suite de 2003. À vous de choisir en fait, voilà. En fait chronologiquement, peut-être aussi en fonction des graphismes, ce qui vous plaira, soit de faire vraiment de manière chronologique au niveau des parutions, donc des plus anciennes, des formats anthologiques, jusque donc principalement au run de Pérez, tu l'as dit, qui est fondateur donc des années 80, et puis plus récemment, en fait quasiment depuis Rucka, on a presque tout eu de Wonder Woman. Oui, et puis ça va continuer, puisqu'on va avoir j'espère on aura Final Crisis. On a oublié de parler de Terrain aussi. De Grant Morrison, exact. Oui, Wonder Woman Terre 1. On l'a pas encore lu, mais et Yannick Paquette. Voilà, qui est dans l'univers justement Terre 1. Donc il y a déjà eu Superman Terre 1 et Batman Terre 1. Wonder Woman Terre 1 complète la trilogie en gros. Oui. Et c'est dans un univers beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus sombre, beaucoup plus terre à terre que l'univers classique de DC Comics. Et c'est peut-être un bon point ça peut être un bon point d'entrée pour connaître le personnage. C'est prévu comme une trilogie. Le deuxième est sorti aux États-Unis. D'accord. C'est plus, vous voyez plutôt ça comme une bande dessinée franco-belge, c'est-à-dire avec comment dire, seulement quelques tomes et beaucoup de temps. Faut compter 1 an ou 2 ans entre chaque tome. Donc là, le prochain ne sortira pas avant un moment. Mais du coup, c'est prévu comme étant une trilogie. Et le premier, en tout cas, a vraiment des critiques dithyrambiques, puisque la particularité de Morrison, c'est que c'est un scénariste très célèbre chez DC, mais qu'il a surtout une connaissance très poussée des mythologies, des cultures, des légendes, quasiment tout ça. Encyclopédique, mais en plus de toutes d'une grande partie des personnages de DC. Et du coup, c'est vraiment une espèce d'album hommage et qui fait vraiment référence aux origines, parce c'est vrai qu'on a oublié de parler juste l'auteur de William Moulton Marston, qui est en fait, créateur de Wonder Woman, et qui est à la base je crois un psychologue, un professeur en psychologie, et fan de bondage.
Voilà, et fan de bondage, puisque Wonder Woman finit effectivement régulièrement oui, enchaîné, complètement. tout Non, ça. c'est avéré hein, sur ses origines. Et voilà. Et du coup, et c'est quelqu'un qui apparemment militait justement pour le droit des femmes et tout ça. Oui. Voilà, donc très en avance sur son temps, on va dire. Et donc, par le biais de Wonder Woman, c'est vrai, en tout cas à l'époque, hein, on parle quand même des années 40, on va dire. Favoriser l'essor de la femme dans la société, quoi. Donc c'est pas juste une héroïne de papier, c'est également une part importante de notre culture. Oui. En tout cas aux États-Unis, hein, notamment et à l'époque, ça a quand même marqué toutes des générations de lectrices. Et justement, le fait est que Patty Jenkins, maintenant la réalisatrice de Wonder Woman, soit aussi fière de faire le film, c'est parce que pour elle, c'est vraiment un personnage emblématique. Bon, on peut penser bien sûr à Linda Carter dans les années 70, qui a aussi fait beaucoup. Et du coup, voilà, maintenant, vous avez, c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir un personnage aussi bien traité au cinéma. Voilà. Et on espère que les studios qui surveillaient le Wonder Woman, que ce soit Marvel, Sony, voilà, on espère que les studios qui projettent des films de super-héroïnes les inspirent. Ont pris bonne note et en prendront de la graine pour leur propre film à eux, parce que Wonder Woman, de toute façon, maintenant, qu'on ait aimé ou pas, reste un film qui va devenir un modèle qui va devenir la valeur étalon, je pense, à l'aune de laquelle on pourra juger les autres films de super-héroïnes, et donc ça sera important de toute façon dans la suite des événements. Oui. Bien, je pense que c'est le mot de la fin. Merci Florent pour notamment toutes tes interventions et puis tes petits conseils de lecture de rien. À la fin. Merci à toi Jean-Baptiste de tes interventions enflammées. Pourquoi enflammées et passionnées. Ah oui, toujours. Parce que tu as beaucoup aimé Diana. Ah ouais, à fond. Et merci à toi Étienne aussi d'avoir un petit peu moins participé. Les autres étaient tellement bavards, il faut dire. T'as pas réussi à en placer une. Non, voilà, ils ont tellement parlé qu'en fait, au final, j'ai plus rien eu à dire. Voilà. Eh bien voilà, merci à vous trois, à nous tous pour cette nouvelle émission de Radio Faux Geek, et on vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission, de nouvelles aventures. Oui. On sait pas encore sur quoi. Non, on sait pas quand. On n'a pas prévu, mais voilà, un nouveau film, une nouvelle série, un nouveau jeu vidéo. Que sait-on, on verra. A priori pas Spider-Man, mais sûr en fin d'année on chroniquera sûrement Thor et Justice League, ça c'est clair et net, c'est à peu près sûr et certain. Entre temps s'il y a d'autres événements, on va continuer à surveiller le blog où apparaissent les émissions et le compte YouTube et rappelons d'ailleurs que la plupart des livres dont tu as parlé de Wonder Woman, tu les as chroniqués sur le blog, oui, exactement. Sur le blog. Voilà, et continuez à nous suivre, et à une prochaine. À la prochaine tout le monde. Salut. À bientôt. Ciao.